À la une, les paroissiens de Bellevue et du François endeuillés. Le père Bruno Latour est décédé à l'âge de 59 ans. L'homme devait fêter demain ses 31 années d'ordination. Les fidèles perdent un véritable père spirituel. Il se sert de l'art comme d'une thérapie, un moyen de prouver au monde tout son potentiel. Ce dimanche à Rivière-Salée, un jeune peintre trisomique a exposé ses toiles sous l'œil expert d'un artiste de renom, Hector Charpentier. Le temps d'un week-end, la Pointe-Marin a pris des allures de salon de tatouage. Le premier congrès du tatouage de la Caraïbe a rassemblé près d'une douzaine de professionnels passionnés et curieux se sont déplacés. En écho au Corsair en Star Game, portrait dans cette édition de Willem Cruzel. Ce jeune franciscain âgé de 19 ans est une étoile montante du handball. Il intègre dans quelques semaines le club formateur d'Angers-Noyon. Il fera partie de la sélection locale de handball qui rencontrera l'élite internationale ce mardi au Hall des Sports du Lamentin. Et pour en parler, nous recevons ce soir le champion du monde de handball, Wesley Pardin, ainsi que Daniel Nizas, le président de la Ligue de handball. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Ouvrons cette édition avec ces images reçues par un téléspectateur de ce rassemblement en début de soirée d'une centaine de membres du syndicat CGTM. Ils ont manifesté à Fort-de-France, à proximité de la Savane. Objectif, dénoncer les clauses de la loi Macron qui, selon eux, s'attaquent aux retraites et au pouvoir d'achat. Un peu plus tôt, les manifestants s'étaient réunis sur le parvis de la maison des syndicats. Et si vous aussi, vous avez des photos, infos, vidéos à nous faire parvenir, envoyez-les nous à l'adresse suivante info@wipa972.com. Le père Bruno Latour a été pour toute la communauté catholique de Bellevue un véritable père spirituel, très aimé de ses paroissiens. Il est décédé à l'âge de 59 ans. C'est sans lui que l'office religieux de ce matin s'est déroulé, attristé. Les fidèles lui ont rendu de nombreux hommages. Louis Savas. C'est un dimanche presque comme les autres à l'église de Bellevue. Les paroissiens arrivent pour la messe. Certains ignorent encore le décès de père Bruno Latour. C'est sur le parvis de l'église qu'ils apprennent la nouvelle. J'ai entendu que le père Bruno Latour est décédé. Ah non. Non, j'ai pas entendu. Bruno? Il est mort? Quand est-ce? Hier matin. C'est pas vrai. Le père Bruno Latour est décédé hier matin. L'annonce de sa mort s'est vite propagée auprès de ses ouailles, affecté par sa disparition. Ça fait la peine, beaucoup de peine, parce qu'il était très gentil. Parce que je dis à ma fille, quand il me donne la main après la messe, je ne veux pas laver mes mains. Parce que le prêtre est trop gentil. Ah, il était gentil. C'est un prêtre que j'aimais bien. Il faisait bien la messe, il faisait comprendre les enfants, tout. Les fidèles se retrouvent avec un prêtre en moins. Certains s'inquiètent des éventuelles répercussions sur les offices religieux. On n'en a pas beaucoup. Et voir disparaître un père comme le père Bruno, ça m'inquiète beaucoup. Cependant, je crois en notre diocèse et à sa capacité d'y remédier. Que les fidèles se rassurent, toutes les messes sont maintenues à Bellevue. Ceux qui travaillaient avec l'ancien curé comptent bien poursuivre les actions entreprises par leur prêtre depuis son arrivée en octobre 2014. Il avait comme projet de renouveler de nouvelles actions paroissiales. D'ailleurs, aujourd'hui, il était prévu un déjeuner avec l'ensemble des fidèles. Nous avons dû reporter, pas annuler, mais reporter. Ce dimanche, la messe était assurée par le père Marcel Crépin. Pour l'heure, la date de l'inhumation du père Bruno Latour n'est pas encore communiquée. L'évêque de Martinique se trouvant actuellement au Vatican. La chronique politique du dimanche sur ATV, c'est tout de suite. Dernier rendez-vous, André Berton. Avant la rentrée de septembre, vous avez souhaité revenir sur le meeting d'ensemble pour une Martinique nouvelle qui s'est tenue mercredi soir à Sainte-Luce. Oui, mais je ne vais pas naturellement répéter ce qui a été parfaitement rapporté par mes confrères, notamment ici sur ATV, sur le bilan, sur les projets de développement ou sur la famille. Non, je voudrais plutôt m'arrêter ce soir sur la fin du discours de Serge Letchimy, qu'une sono hélas saturée n'a peut-être pas permis à tout le monde de bien entendre. Oui, a-t-il lancé, oui, dans la collectivité unique, il y aura la démocratie. Puis, avant de rappeler qu'il est lui-même autonomiste et se projette, je cite, dans la dynamique d'émancipation voulue par Césaire, il a eu cette petite phrase qui, me semble-t-il, est loin d'être anodine. Je cite ces mots, les mots de Serge Letchimy. « Le PPM n'a pas à faire valoir ses idées sur le reste. Le PPM n'est qu'un mouvement parmi les autres. »
Alors, c'était sans doute une façon de rappeler simplement que le PPM est allié à 10 autres mouvements. Oui, mais ce rappel est important au moment où, disons, une certaine inquiétude se fait jour chez quelques-uns au sein de l'Alliance. Ceux-là, en effet, ne voudraient pas que le Parti progressiste soit majoritaire dans l'Assemblée unique et truste les sièges du Conseil exécutif. Ceux qui s'en inquiètent auraient l'impression d'avoir été les dindons de la farce. C'est en tout cas ce qu'ils m'ont dit. Seulement, voilà, dans 2 circonscriptions au moins, celle du Nord et celle de Fort-de-France, le PPM devrait mathématiquement faire mieux que ses alliés, et ceux-ci ne pourraient pas, évidemment, contester des résultats parfaitement démocratiques. Alors, c'est sans doute la raison pour laquelle la constitution des listes est si difficile, si longue à réaliser. Ceux qui s'inquiètent voudraient savoir, notamment, qui sera sur ces listes et surtout à quelle place. Alors il se murmure qu'une charte de l'Alliance serait en préparation afin de lever les ambiguïtés. Peut-être l'un des devoirs de vacances de l'équipe de campagne très structurée qui entoure Serge Letchimy. La semaine a également été marquée par des interpellations qui ont eu des échos politiques. Oui, de la plénière du Conseil régional à celle du Conseil général, en passant par le meeting de Sainte-Luce dont on vient de parler, il en a été question, le summum ayant été atteint par l'intervention publique du conseiller général Raphaël Séminor qui, confondant presse et réseaux sociaux, a accusé publiquement les journalistes martiniquais d'avoir violé la déontologie et procédé à un lynchage médiatique. Rien que ça. Alors tout ça pourquoi ? Eh bien parce qu'il a été rapporté que l'un de ses fils a été interpellé dans le cadre d'une enquête sur un trafic international de stupéfiants. Si cela est faux, évidemment, l'élu en question pourra poursuivre en diffamation. Alors chacun, bien entendu, compatit à la douleur de cette famille, mais enfin, était-il vraiment opportun d'étaler cette douleur sur la place publique ? Il y a en effet, en Martinique, il faut le dire ce soir, des familles qui souffrent beaucoup plus et qui souffrent en silence. Ce sont les familles des drogués qui sont rien d'autre que des condamnés à mort, à court ou à moyen terme. Et il y a en effet des drogués en Martinique. Et s'il y a des drogués en Martinique, eh bien c'est parce qu'il y a de la drogue. On vient encore ce soir à Fort-de-France, la police vient encore ce soir à Fort-de-France d'en saisir 2 kilos de cocaïne. C'est pas rien dans une voiture. Alors, il y a des drogués, oui, il y a des drogués parce qu'il y a de la drogue. Et s'il y a de la drogue en Martinique, eh bien c'est parce qu'il y a des trafiquants de drogue. Voilà un vrai sujet de débat pour la campagne électorale. Très bien, merci André Barton. Chronique piquante ce soir. Et le prochain rendez-vous politique d'ATV, c'est ce mardi, dans Regard sur l'actu politique. L'invité de ce dernier numéro de la saison est le président du mouvement indépendantiste martiniquais, Alfred Marie-Jeanne. Le Festival culturel de Fort-de-France revient pour sa 4e édition. Hier, place de l'enregistrement à Fort-de-France, on a annoncé la couleur en musique. Au programme, exposition, concerts, débats. Et l'objectif, faire revivre les valeurs et les traditions martiniquaises. Le coup d'envoi sera donné le 4 juillet prochain avec la cérémonie d'ouverture depuis le marché de l'Asile. Les explications du président du service municipal d'action culturelle de Fort-de-France sont recueillies par Anaïs Gall et Damien Lansade. Le succès amène le succès, c'est-à-dire chaque année nous devons nous dépasser. Et à la fin du festival, les gens disent bon, c'était super, c'était extraordinaire. On n'en parle pas dans l'Hexagone, mais on en parle énormément dans la Caraïbe. Nous avons invité nos frères caribéens au Carnaval des Arts, nos frères de Guadeloupe qui ont l'île Sœur. C'est vraiment un succès ce festival. Et les Martiniquais qui sont dans l'Hexagone prennent leur congé à l'époque du festival pour assister au Festival culturel de Fort-de-France. En bref, ce préavis de grève illimité demain au Lamentin. Ce préavis a été déposé par les syndicats CGTM-SOEM, SAMM et CDMT. À compter de demain, des perturbations sont à prévoir dans l'ensemble des services municipaux, y compris les crèches, les services de garderie et de restauration. Selon la municipalité, si le dialogue social a été maintenu avec la SAMM et la CDMT, la CGTM-SOEM a choisi de rompre celui-ci en invoquant le non-respect par la ville du Lamentin des accords de Bercy sur le dialogue social dans la fonction publique. Poursuivons avec cette information pratique. EDF vous informe de ses nouveaux horaires d'ouverture dès demain et c'est jusqu'au 4 septembre. L'accueil téléphonique ainsi que les accueils clientèle d'EDF Cascade de Rivière-Salée seront ouverts de 7h à 13h. Quant à l'agence de Trinité, elle sera fermée durant toutes les vacances. Et attention, travaux, des interventions sont programmées sur la rocade demain de 21h à 5h dans le sens Shellcher-Lamentin. La circulation sera interrompue entre le carrefour Pointe-de-Jam et le carrefour du Vietnam et Oïc. Des travaux en raison de balayage mécanisé.
Ce dimanche, la Société des poètes et artistes de Lille organisait une exposition de peinture un peu spéciale. Elle est réalisée par un jeune atteint de trisomie 21. L'art peut être pour ces jeunes malades une vraie thérapie, une occasion aussi pour ces peintres de montrer tout leur potentiel, exposé, qui plus est, sous le regard d'un artiste de renom, Hector Charpentier. Damien Lansade, Anaïs Gall. Joseph est toujours fier de montrer ses toiles. Le jeune artiste est à peine intimidé face à Hector Charpentier. Il a, si je vois ce tableau-là, il a une chromatique qui est uniforme. Donc il a réellement des dons, il faudrait qu'il continue. Joseph est atteint de trisomie 21. Le jeune homme a de grosses difficultés d'élocution. Mais un jour, en voyant sa sœur peindre, le jeune homme a trouvé un autre moyen de s'exprimer. L'art comme second langage. Les idées se bousculent dans sa tête au point où il est un petit peu frustré parce qu'il ne peut pas le dire comme il voudrait. Mais la peinture, ça lui sert aussi d'exutoire sur ce plan-là. Parce que le handicap n'empêche pas l'expression artistique, les organisateurs de l'événement ont pensé cette exposition. Le temps d'une visite entre quelques toiles pour faire oublier la différence. C'est une occasion de permettre aux enfants de se présenter, de se montrer, au lieu de rester toujours en retrait. Aujourd'hui, les toiles de Joseph côtoient celles d'Hector Charpentier. Et demain, peut-être celles d'autres grands maîtres. Dans l'Île-Sœur, la filière banane a participé ce mois-ci à la Semaine nationale de la coopérative agricole. Des jeunes en formation sont allés à la rencontre des producteurs. Une quarantaine d'étudiants de la maison familiale et rurale ont ainsi pu se familiariser avec les rouages d'une exploitation. Objectif, découverte de la filière et ses innovations techniques. L'occasion aussi de valoriser un secteur d'activité qui joue un rôle primordial dans l'économie locale. À Capestarbello, Linda Kayarsi. Première étape de la visite, le champ de bananiers, pour cueillir les régimes. Ici, on garde 8 mains de bananes. Je vais retirer toutes ces bananes. Je vais casser la popote. On va garder cette petite banane qu'on appelle le tire-sève. D'accord ? Donc ça permet en fait à la sève de continuer à circuler. Des bananes saines, issues de plusieurs innovations techniques. Nous sommes en train d'innover avec des plantes de couverture sous bananerais, donc, qui permettent aux mauvaises herbes de pousser, donc ce qui réduit les herbicides à taux zéro. Et par rapport aux mauvaises herbes, nous avons été équipés d'un petit tracteur compact et d'un gyrobroyeur qui nous permet de tondre l'herbe plutôt que de la désherber. Seconde étape, direction la penderie, où sont stockés les régimes. On a une équipe là qui est de découpeurs, d'épatteurs. Il faut pouvoir les alimenter. Et pour les alimenter, on met une réserve de... Là, on a à peu près, je crois, 250 régimes en stock. Nettoyer, peser, il ne reste plus qu'à étiqueter et emballer les bananes dans des boîtes en carton, assemblées à l'abri des regards. Dernière étape, avant le transport vers Dunkerque. Alors, vous faites combien de cartons par jour? Dans ça, là, 500. Donc c'est à la fois manuel et mécanique? Oui. En moins d'une heure, la filière banane s'est mise à nu et ces étudiants de maisons rurales et familiales n'en ont pas perdu une miette. Nous sommes ici pour un petit peu rencontrer les acteurs du territoire et un petit peu développer nos contacts avec eux. Pourquoi? Parce que notre BTS est centré sur la création de projets dans des structures territoriales. Et on veut faire la jonction avec le monde agricole. C'est pour bien montrer aussi à tous ces jeunes que la filière banane, elle est exemplaire à tout point de vue. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le plan agriculture durable. Donc nous avons des techniques bien adaptées. Ne peut être agriculteur, planteur de bananes qui veut. Au final, nouvelle opération séduction réussie pour la production bananière. Mardi, l'élite du handball français affronte celle de la jeune classe martiniquaise. Un gala auquel participeront des membres des experts, l'équipe de France, détentrice de 10 titres majeurs et un palmarès impressionnant. Pour en parler, nous recevons ce soir le président de la Ligue de handball, Daniel Nizas, et Wesley Pardin, champion du monde, évoluant au Phoenix Toulouse Handball. Merci, bonsoir messieurs, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors l'équipe de France de handball compte de nombreux Antillais, l'intérêt d'une telle rencontre. Monsieur Nizas, quel est l'intérêt d'une telle rencontre? Est-ce qu'elle consiste exclusivement à aider le développement de la discipline ou est-ce parce qu'il y a un vivier intéressant chez nous? Alors, tout d'abord, ce sont des joueurs internationaux qui vont rencontrer une équipe de joueurs martiniquais
qui ont évolué en Martinique et maintenant qui évoluent au niveau dans les championnats nationaux et aussi certains qui évoluent dans le championnat régional. Ça veut dire que nous avons eu l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, c'est-à-dire qui nous a demandé ce qu'on pouvait organiser ces rencontres en Martinique. Dans un premier temps, c'est parce qu'il voulait voir certains jeunes martiniquais. Nous lui avons proposé que pour cette année, qu'on voulait faire une exhibition au Namantin pour honorer la mémoire d'un homme qui a bien entendu œuvré pour la discipline pendant plus de 10 ans et qui a permis à plus d'une trentaine de jeunes d'évoluer actuellement au haut niveau. Alors justement, de la relève, parlons-en encore. Willem Cluzel, jeune franciscain de 19 ans, rejoindra prochainement le club formateur d'Angers-Noyant. Il fera aussi partie de la sélection locale ce mardi lors du gala. Myriam Bakoulin est allée à sa rencontre. Portrait. Il mesure 1m86, il pèse 85 kg, le gabarit d'un jeune sportif de 19 ans, espoir du handball martiniquais originaire d'une commune du sud de la Martinique. Bienvenue chez moi, je m'appelle Cluzel Willem, futur ailier-droit du centre de formation d'Angers. Le jeune bachelier inscrit en club au François fait déjà preuve de qualités sportives notables, des qualités vite repérées par le centre de formation d'Angers-Noyant. Mais c'est d'abord sur les terrains de Martinique qu'il fait ses premières armes, en plus de ses stages à l'étranger. La médaille de judaïsme, 3e, médaille de bronze. Après, bon, durant mes années scolaires, j'ai pratiqué du handball aussi en UNSS. Donc voici mes médailles. Différentes médailles. Hein. Des matchs en Sardaigne et dans toute la France pour une graine de champion, la recette du succès. Un repas équilibré. Et surtout une présence familiale à toute épreuve. Il savait qu'il fallait travailler à l'école, plus le sport. Et à mon avis, c'est une combinaison qu'il a suggéré. Tous les soirs, il allait s'entraîner. Quand il rentrait, c'était se doucher, manger et se reposer un petit peu parce que ça demandait constamment du repos. Bon, pour l'instant, je ne vois pas encore qu'il va partir. Pour l'instant, il va partir. Mais pour moi, il revient à chaque fois. Mais quand je veux qu'il ne va pas revenir, ben, ça me fera un coup quand même. Willem n'en oublie pas pour autant ses idoles, des Karabatic et autres experts qu'il compte bien rejoindre un jour en sélection d'équipe de France. Mais avant tout, direction le Palais des Sports du François, sa commune natale pour l'un des derniers entraînements de la saison. Il a de bonnes qualités athlétiques, donc ce qui lui donne plus à son jeu. Ces joueurs-là, on les repère très tôt par leur passion et il a fait vraiment de gros progrès dans les 3 dernières années. C'est un jeune joueur, donc il y a de temps en temps beaucoup de déchets, mais surtout des fois qu'on ne l'attend pas, il fait très mal. C'est un jeune joueur qui peut progresser. Aujourd'hui, on sait où il a signé. Il a signé dans un club formateur, le club où j'ai passé 10 ans de ma vie à Angers. Donc c'est un jeune qui va progresser, qui va aller vers le haut niveau. Intéressant. Dans l'ensemble, moi je vois qu'il a un très beau potentiel, en tout cas physique. Maintenant, à voir s'il a la vision de jeu. Il est vif, il prend le temps d'écouter, déjà c'est un bon atout. Donc maintenant, on va voir un petit peu encore plus ce que ça va donner, quoi. Apparemment, j'ai eu assez de potentiel pour intégrer cette formation, donc là, il reste qu'à travailler pour atteindre mon meilleur niveau. Je sais que le fait d'avoir un cursus scolaire et sportif les deux en même temps, ça s'avère très compliqué, mais il faut tenir bon parce que c'est mon objectif et je suis prêt pour. Un jeune espoir du sport martiniquais à suivre et à découvrir ce mardi en match d'exhibition. Willem Cluzel jouera face à une sélection internationale composée entre autres de champions du monde comme Lucas Ballot, mais aussi de champions de France. Wesley Pardin, je vous voyais acquiescer et en rire. Que faut-il à ce jeune franciscain pour évoluer au haut niveau? Tout d'abord, on sait toujours que la Martinique, c'est un vivier au niveau du handball avec ces jeunes. Après, c'est sûr que ce n'est pas évident de rallier le sport et les études. Et ce qu'apparemment, il le fait très bien. Et c'est sûr qu'il faut qu'il garde tous des objectifs et qu'il continue à persévérer parce que la Martinique, on peut considérer comme un potentiel. Une terre voilà. Voilà. Mais c'est sûr qu'en France, il faut se battre. Il faut savoir que la métropole, c'est pas si facile que ça. On est loin de sa famille, voilà. de son quotidien. Voilà, l'éloignement de sa famille. Et je vois dans le reportage que sa famille, elle est très soudée, très encadrée. Soudée, ouais. Donc j'espère pour lui que ça va aller et on sera là justement pour le soutenir s'il désire discuter avec nous, échanger.
Alors, justement, les infrastructures, Monsieur Nissas, est-ce qu'elles accompagnent rapidement, brièvement, ce type de jeunes talents? Non, disons que nous avons quelques difficultés, notamment dans le pôle, parce que le pôle, nous n'avons pas vraiment l'infrastructure qu'il faut, mais on fait avec depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à avoir un internat d'excellence, on pourrait dire, pour les jeunes du pôle. Nous attendons maintenant le gymnase qui va suivre, mais je crois que les jeunes, ils sont volontaires. Et lorsque je vois un jeune comme William Kouzel qui aujourd'hui veut suivre la trace de ses aînés, parce qu'il faudrait se dire que pendant longtemps, Angers était un sas pour les jeunes martiniquais. Je crois que y a plus d'une dizaine de joueurs qui seront au Palais des Sports, le parquet du Palais des Sports, qui sont passés par Angers. Il faut se dire que... C'est vraiment un club formateur. Donc c'est un vrai club formateur pour les jeunes environ. Très bien, merci Daniel Nissas. Avant le grand show de ce mardi au Hall des Sports du Lamentin, rappelons que vous, Wesley Pardin, serez présent avec vos équipiers, Olivier et Kevin Yokas, Bertrand Rouen, Cédric Sorindo et Semir Zousso, en séance de dédicace demain au Carrefour d'Ilan de 11h30 à 13h30. Merci messieurs. Ok, merci à vous. En attendant, restez avec nous. Dans quelques instants, direction le parc de Tivoli. La communauté indienne de l'île a donné rendez-vous aux amoureux et sympathisants de leur culture. L'occasion aussi de savourer de bons mets et d'apprécier tableaux et danses typiques. Puis gros plan sur la première édition de la Convention Caraïbe du tatouage. Plus qu'un phénomène de mode, vous verrez que l'art du tatou peut être un mode d'expression, voire une vraie culture pour certains. Comme je vous le disais, les plus grands maîtres du tatouage martiniquais sont réunis à la Pointe-Marin jusqu'à ce soir pour la première édition de la Convention Caraïbe du tatouage. Sur le site du camping, ce sont près d'une douzaine de professionnels qui proposent leurs services. Curieux et aficionados ont aussi fait le déplacement, l'occasion de voir de plus près l'invité d'honneur, l'acteur américain Robert Lasardo, habitué au rôle de méchant dans plusieurs séries à succès. Voyez plutôt ce reportage de Louis Sabas. Ils font de leur corps des œuvres d'art. Et ce n'est pas la première fois qu'ils passent sous l'aiguille du tatoueur pour la plupart. C'est le cas de Béatrice, elle en a plusieurs, et cette convention lui donne l'occasion de s'en faire un de plus. Je suis au 9e tatouage, et c'est vrai qu'après le premier, on a envie d'en faire d'autres, et de continuer, et de faire de son corps un art. Mais pour certains, le tatouage n'est pas qu'esthétique. Il sert parfois à raconter une histoire ou rappeler des faits marquants de l'existence. Renata a fait le choix de faire parler sa peau en adoptant le tatao, le tatouage polynésien. J'ai eu des changements majeurs dans ma vie. J'ai voulu remarquer cela, donc j'ai fait contact à Max pour qu'il traduise mes idées, mes pensées et mon histoire dans mon tatouage. Le tatouage polynésien est fabriqué selon l'histoire du porteur et encore plus avec cette technique de travail sur le corps, sur les courbes du corps, plus la symbologie, donc tout est en adéquation avec celui qui porte son tatao. Une personnalité est présente pour la convention. Un acteur vu dans les séries américaines comme Nick Tuck ou Les Experts est porteur de nombreux tatouages. Il les considère comme des poèmes visuels qui lui permettent, depuis les années 70, d'exprimer sa vision du monde. Quand je me faisais tatouer dans les années 70, ça n'était pas considéré comme à la mode, ni cool et encore moins branché. Le positionnement que j'ai choisi était un acte de résistance à la société conventionnelle, non une ode à la beauté. La convention Caraïbe Body Arts draine aussi des curieux. Ils ne se feront pas tatouer, certains sont réfractaires à la pratique, d'autres ont simplement peur d'avoir mal. C'est un phénomène de mode qui ne m'intéresse pas du tout. Je trouve un tatouage très joli. Mais voir un tatouage sur moi, non, je ne pense pas que je le ferai un jour. Pourtant, de plus en plus de Martiniquais seraient susceptibles de franchir le cap. Les professionnels assistent à une révolution des mentalités. Je vois des mamans qui m'amènent des enfants de 13 ans, 14 ans. Et avant, il fallait attendre d'avoir 18 ans pour le faire. Et maintenant, de plus en plus, je vois que les parents sont de plus en plus permissibles. Ils amènent leurs enfants de plus en plus tôt. Alors moi, je dis que ça ne va jamais s'arrêter. La convention Caraïbe Body Arts a fermé ses portes ce dimanche. On parle déjà de la reconduire l'an prochain. En attendant, pour les plus craintifs ou les indécis, il reste la solution du tatouage éphémère qui ne reste que quelques jours. Et si vous venez de vous faire tatouer, sachez qu'il faut attendre 3 mois avant de faire don de votre sang. Pour les autres, vous pourrez donner votre sang demain de 9h à 13h sur le parking du stade des Forces armées des Antilles au Morne-des-Ais. Et comme d'habitude, de 9h à 16h à l'établissement français du sang du CHI de la Ménard.
Refermons cette édition sur des sonorités d'Orient. Le parc du domaine de Tivoli avait comme une aire d'Inde. Toute l'équipe de l'association Surya Kantamani proposait une journée découverte de la culture indienne. La communauté étant très implantée en Martinique, de nombreux visiteurs ont fait le déplacement. Ambiance avec Anaïs Gall et Damien Lansade. Il flotte comme un parfum d'épices et dansant dans l'air. Derrière les statues hindoues, on commémore le passé de tout un peuple arrivé en Martinique il y a plus de 150 ans pour remplacer la main-d'œuvre esclave dans les plantations. Aujourd'hui, la communauté préserve et partage ses valeurs. Notre association a envie de faire des actions pour faire connaître la culture indienne à travers son histoire, à travers sa danse et puis ses mets, sa culture indienne et surtout la danse. Car l'héritage indien est partout en Martinique. Dans cette exposition, les ingrédients sont familiers, mais que beaucoup redécouvrent. Le curcuma, donc un élément, un condiment indispensable pour le colombo et le curry. À l'heure du déjeuner, les visiteurs s'approprient le kolbou, au menu dalle et colombo servis sur feuilles de bananier. Pour s'adapter à la coutume indienne, on mange avec les doigts, assis par terre. Peut-être pas pour les personnes trop âgées, mais enfin, moi je m'accommode quand même. Pour l'instant c'est un peu compliqué, c'est un peu galère, mais bon on va tester avec les feuilles de banane et tout, on va tester. Et pour finir, quelques pas de danse traditionnelle, plus qu'un art, c'est une philosophie de vie. Depuis toute petite, je pratique la danse indienne et j'ai appris à aimer cette culture, donc la danse indienne fait partie de moi maintenant. En danse indienne, quand on commence à danser, il faut faire un salut. Donc c'est déjà, il faut avoir du respect déjà pour nos profs et pour qui nous enseignent justement la danse. Une journée pour s'enivrer de fragrances et de danse. La culture indienne n'a pas fini de faire de nouveaux adeptes. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.